Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'homme le plus bronzé, le plus allé de toute la Picardie. Je parle évidemment de Ker, celui qu'on appelle Popal. Comment tu vas, mon cher Ker? Salut mon cher Greg. Ça va très bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour une vidéo de news, actu ciné série. Et on va commencer mon cher Greg avec le point pognon qui cette semaine était très attendu, on peut le dire, puisque c'était la sortie de The Marvels aux US et à travers le monde. Et les estimations, on en avait parlé dans deux vidéos, dans une vidéo news où tu avais évoqué que les spécialistes du box-office planifiaient entre 50 et 70 millions de dollars pour son premier week-end aux US, ce qui était déjà très faible. On l'avait évoqué aussi dans une autre vidéo qui s'appelait The Marvels Loki échec assuré. On parle d'échec en termes d'audience, hein, pas forcément en termes de qualité, bien évidemment. Et en fait, ça a été pire que ça par rapport aux estimations, avec un jeudi historiquement faible pour le MCU qui s'est confirmé, pardon, avec un premier week-end catastrophique et 46 millions de dollars aux US seulement pour son premier week-end. C'est en dessous donc des estimations, c'est très en dessous aussi du pire résultat du MCU, du pire démarrage qui était Hulk jusqu'à présent. Hulk qui était le deuxième film du MCU donc en 2008. Donc quand même tous les autres films du MCU derrière ont fait mieux. Et là, The Marvels, c'est la sanction. Et au niveau mondial, c'est 110 millions seulement récoltés avec les 46 millions américains compris dedans, hein. Donc c'est très très rude pour le film The Marvels. Qui, disons-le, a des critiques en plus qui sont partagées. Beaucoup de gens réagissent au score box-office en disant que c'est pas forcément mérité, parce que c'est pas forcément le film du MCU qui est le moins bon. On en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo qui arrive. Toujours est-il que, mathématiquement parlant, c'est une vraie catastrophe ce lancement pour Disney. On en parlait Avec... régulièrement sur d'autres sujets, donc je pense que là, il faut quand même le rappeler. C'est que souvent, c'est le film d'après qui paye au box-office, en fait, un problème de qualité du film d'avant. C'est-à-dire que souvent, si un premier film est pas dingue, la suite se prend une claque. Suicide Squad, pour prendre un exemple de super-héros, le premier, il y a des gens vont le voir, sont très déçus. Le film a une très mauvaise promotion. Enfin, quand je dis promotion, je parle pas de publicité, je parle vraiment de bouche à oreille. Et du coup, le 2, qui est pourtant beaucoup mieux, c'est complètement scratché. Tout simplement. Pourquoi? Parce que les gens, ceux qui se sont fait avoir, n'ont pas envie de tenter une deuxième fois. Et le bouche à oreille de la première fois a un impact sur la suite. Et donc là, typiquement, je pense qu'on est dans ce genre de cas. La qualité de The Marvel est presque même pas en question. Le fait que Quantum Mania était hyper décent, que Thor Love and Thunder était hyper décent, ça fait deux raisons de pas être hypé ou de se dire je vais peut-être sauter celui-là. Oui, il y a une parenthèse plutôt positive avec Les Gardiens de la Galaxie 3, mais c'est vrai que les précédents Marvel et autres productions Marvel précédentes ont déçu. Donc je te rejoins tout à fait là-dessus. Après, il y a d'autres éléments qu'il faut rajouter. Il faut rajouter à ça le fait qu'il n'y a pas eu d'avant-première, et les avant-premières gonflent forcément les chiffres du premier week-end, et il n'y a pas eu de promotion classique, et on voit par exemple sur le Hunger Games le préquel, alors qu'il n'est pas sorti, donc ça tombe, ces résultats vont être catastrophiques et vont me contredire, mais le fait qu'il y ait une promotion classique avec les acteurs qui parlent beaucoup dans la presse et dans des interviews ou avec des avant-premières sur tapis rouge, ça joue beaucoup à une médiatisation d'un film au moment de sa sortie. Et ça, pour The Marvels, il n'y a pas eu du tout. Donc, c'est un argument qu'on est obligé d'avancer, puisqu'on l'a fait pour Blue Beetle, on l'a fait pour d'autres films qui ont été des échecs ces derniers mois, Gran Turismo par exemple. Donc, faisons-le aussi pour The Marvels, qui, soulignons-le quand même, a fait mieux que certains films d'ici cette année, comme Shazam 2, comme Blue Beetle, j'ai cité. Alors, The Flash a fait mieux au lancement, mais ça reste quand même globalement très très rude. Je rajouterai quelque chose que j'évoquerai probablement dans d'autres vidéos, mais il y a tout n'est pas
catastrophique pour Disney au niveau de The Marvels, parce que moi je mets une pièce, mon cher Greg, et je le dis dès maintenant. Je pense que The Marvels, on le verra dans le top des plus grosses audiences de Nielsen, comme on les scrute régulièrement et comme on les a évoqués souvent. Prenons l'exemple d'Élémentaire, donc le film Pixar, aux US, démarrage catastrophique, et pourtant c'est un des plus gros succès de l'année sur Disney+, et en streaming au niveau mondial. Donc The Marvels pourrait avoir sur Disney+ une belle vie. Ça serait pas étonnant. Donc voilà pour le lancement de The Marvels. Très très décevant. On rappelle que c'est le 4e film le plus cher de l'histoire du MCU. Là, objectivement, il y aura matière à creuser quand on en saura plus. Il faudra attendre de nombreux mois et la fin de l'exercice fiscal en cours pour que Disney révèle réellement les dépenses sur The Marvels et ce qu'ils ont récolté. Mais le budget est pharaonique. Alors si je poursuis un petit peu sur le box-office, il y a un autre film qui est une bonne surprise et qui du coup se glisse deuxième derrière The Marvels, c'est Five Nights at Freddy's, l'adaptation du jeu vidéo en film d'horreur avec notamment Matthew Lillard. Il est à 127 millions de dollars aux US. Donc c'est un très bon résultat, et 252 millions à travers le monde pour un film qui a coûté très peu cher et qui arrive en digital, donc qui va en plus se faire beaucoup en VOD. C'est une plutôt bonne chose, et je tiens à souligner l'excellent démarrage du nouveau Miyazaki en France, Le Garçon et le Héron, voilà, qui a dépassé le million et qui démarre très très bien avec de très bons retours globalement. Voilà mon cher Greg, et avant de te passer la main, j'aimerais faire une dédicace. Tu sais qu'on est tous les deux des grands amoureux de basket, de NBA, et alors moi, si je ne parie pas, j'aime bien les fantasy league. Donc, et moi je participe à celle de Trash Talk depuis quelques années maintenant avec mon ami Pierre. Et cette année, on a rejoint une équipe. Il y a un mec comme ça qui m'a invité, alors je sais plus qui est ce mec, on s'en fout, qui m'a invité dans son équipe. Et donc je tiens à faire une dédicace donc à Antoine, à Pierre bien sûr, à Matrick, à Terpa, à Gauthier, à Guillaume, à Vividé. Et je crois que j'ai oublié personne. Donc un grand coucou à vous. Non, je déconne, j'ai oublié la personne qui m'a invité bien sûr, et que je salue chaleureusement, Joachim et Adeline, et puis aussi leurs enfants, tiens, tout le monde. Merci à tous pour l'invitation. Je passe de très bons moments dans cette équipe. Et tu vas rire, mon cher Greg, toi qui connais la NBA, mais l'équipe s'appelle Kyrie Goat, en référence à Kyrie Irving. Visiblement, la personne qui a créé l'équipe croit que Kyrie Irving est un joueur, le GOAT, quoi. Peut-être qu'on lui a dit un jour que c'était une grosse chef, Kyrie Irving, et que... Voilà, mais en tout cas, je tiens à préciser qu'on n'est pas platiste dans cette équipe, contrairement à Kyrie. Voilà, mon cher Greg. Ok, merci mon cher Kerr. Et du coup, donc, si je résume un peu tout ce que tu nous as dit, donc The Marvels, gros bid, Kyrie Irving, The GOAT, et du coup, le nouveau Miyazaki, un succès en France. Merci pour toutes ces informations. Je veux pas pointer du doigt, hein, mais ça prenait 20 secondes pour tout dire. Du coup, le truc, c'est que... moi, je voulais juste rajouter un élément sur du coup The Marvels, c'est que tu disais que c'était un peu la cata et tout, et c'est aussi la cata en Chine, mais de manière un peu différente. Et donc The Marvels, en Chine, c'est pareil. C'est vraiment l'échec. Ils ont fait 11,5 millions de dollars, ce qui en fait donc un des plus petits succès ou des plus gros échecs, comme vous préférez le dire, du MCU en Chine. Et visiblement là-bas, c'est continuel, de film en film. En fait, la super-héros fatigue, si on l'appelle comme ça. Moi, je pense que c'est pas une super-héros fatigue, c'est juste la qualité en baisse qui se traduit au box-office. Mais là-bas, elle est déjà enclenchée depuis Endgame, et de film en film, quel que soit le film, ça ne fait que baisser. Je vais enquiller juste par une petite news très rapide. Il y a Rebel Moon, qui est donc le film de Zack Snyder, qui va arriver sur Netflix dans pas très longtemps maintenant. Eh bien, il est c'est partie 1, l'enfant de feu. L'enfant du feu.
a un nouveau trailer. Voilà, donc si vous aimez bien Zack Snyder, si vous aimez bien les space opéra, voilà. Et si vous aimez bien les bons acteurs, parce qu'il y a beaucoup de très bons acteurs, je vous invite à aller regarder ce trailer. Et puisque on enchaîne avec une news... Tu parles de Rebel Moon, c'est le 15 décembre, mon cher Greg. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que les deux acteurs qui ont joué Dario Naharis dans Goth jouent dans Rebel Moon. Alors, ils jouent pas Dario Naharis, mais ils jouent tous les deux. Voilà. Eh bien, tu vois, ça, c'est un fun fact auquel je ne m'attendais pas. Du coup, je passe à ma news un peu plus concrète qui va sans doute te faire plaisir encore plus qu'à moi, puisque je sais que tu aimais bien Band of Brothers, Pacific, c'est des... Oui, bien sûr. Et tu m'en as parlé, tu me pousses à les regarder. Et du coup, même, tu me menaces, j'ose en parler enfin à visage caché. Et bien du coup, tu vas être très content parce que Spielberg et du coup Tom Hanks se sont refait une poignée de main virile, ont refait une production exécutive pour, cette fois-ci, pour Les Maîtres de l'air, qui va donc apparaître sur Apple TV+. Et alors, mon cher Kier, Les Maîtres de l'air, c'est... visuellement, c'est oufissime. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu des images. Il y a un trailer, je vous invite à aller le voir. C'est oufissime. Ça arrive début 2024. C'est... moi, je pense que c'est peut-être une des choses que j'ai le plus à attendre. Et pour le coup, plus que toutes tes menaces, la fois où j'étais allé chez toi, où tu avais dit tu ne partiras pas tant que tu n'as pas vu. Enfin, c'est d'avoir vu ces images qui m'ont donné envie de regarder Band of Brothers. Du coup, et The Pacific. Et tu sais que The Pacific est vraiment très chouette. C'est une série qui a fait beaucoup moins parler que Band of Brothers à l'époque parce qu'il y a eu une énorme médiatisation de la série Spielberg, Tom Hanks avec notamment Damian Lewis de Homeland. C'était avant qu'il fasse Homeland, bien sûr. Notamment parce qu'il y avait eu une diffusion française qui était assez lourde. The Pacific était passé un petit peu inaperçu, mais c'est aussi très bien. Et la BO de The Pacific est magnifique. Et c'est avec James Badgedale, qu'on voit pas beaucoup, qui est un très bon acteur. Et puisque tu veux une fun fact, sache que le petit Tim de Jurassic Park a un des rôles principaux de The Pacific. Donc Joseph Mazziello. Très bien. Et du coup, je vais juste, pour terminer ma news, vous dire que c'est le 26 janvier que ça arrive 2024. Voilà. Mon cher Kerr, c'est à toi. C'est l'heure du point pigeon. Alors, il faut un jingle. Croix. Magnifique. C'est le plus beau pigeon parisien, sans aucun doute. Alors, vous connaissez le principe du point pigeon maintenant, puisque ça fait quand même 3 semaines que nous le faisons. Il y a une plateforme qui augmente son tarif, une plateforme qui fait un truc pas cool, un distributeur qui nous l'a fait à l'envers, etc., etc. Et du coup, c'est le moment où on a un peu l'air d'être pris pour les pigeons. Et cette semaine, j'ai pas trop trouvé de trucs vraiment frappadingues, mais il y a quand même un truc qui a fait parler, donc je vais l'inclure dans le point pigeon. Sachez qu'après Bad Girl, qui avait été annulé purement et simplement effacé de l'histoire, effacé de la matrice par la Warner en 2022, et la Warner a refait le coup en supprimant purement et simplement un film qui était terminé, qui s'appelle Coyote vs Acme. Alors Acme, attention, c'est pas le groupe de métal français qui chantait notamment Et si je n'existe pas. Non, c'est autre chose, c'est un film Looney Tunes avec notamment John Cena, qui était coécrit par James Gunn, donc quand même un mec hyper impliqué actuellement chez la Warner et dans les projets de la Warner. Et en fait, la Warner a dit non, il est terminé ce film, il est prêt à sortir en salle, on le met à la poubelle, même s'il nous a coûté 70 millions de dollars. Pourquoi ? Pour faire des économies de 30 millions de dollars sur l'exercice fiscal en cours. Donc c'est une question de fiscalité qui l'emporte. Et c'est d'autant plus surprenant que les projections test avaient été excellentes. Et si on se rappelle et qu'on revient un petit peu en arrière, les réalisateurs de Bad Girl avaient dit qu'ils ne comprenaient pas, notamment parce qu'ils étaient persuadés d'avoir fait un bon film. Et, alors à chaque fois, bien évidemment, un réalisateur ne va pas dire le contraire. Et surtout, notamment quand ils sont mauvais. Mais là, pour le coup, projection test, c'est neutre. C'est pas des gens qui sont payés pour dire du bien du truc. C'est vraiment
pour le studio d'avoir un avis objectif sur la qualité d'un film, c'est positif, et il le supprime. Donc là, on s'est dit, ok, ça devient monnaie courante, la Warner va le faire de temps en temps pour améliorer sa situation fiscale. Sauf que là, mon cher Greg, ça s'est pas du tout passé comme pour Bad Girl. Pour Bad Girl, il y a eu une tonne d'articles, tout le monde a dit ah, c'est le gros seum, les réalisateurs étaient dégoûtés, c'était du jamais vu, etc. Sauf que là, il y a vraiment une grosse gronde. John Cena, notamment, pour lui, ça passait pas. Le réalisateur s'est dit dévasté. Et il y a eu un truc qui a inquiété visiblement la Warner, c'est qu'après l'annonce de l'annulation de ce film, eh ben, il y a plusieurs réalisateurs qui ont dit à leurs représentants légaux d'arrêter les réunions de préparation de projets avec la Warner pour avoir le temps de réfléchir. La raison est simple. S'il se lance dans un film qui lui accorde 2 ans, 3 ans de travail, et que la Warner dit bah non, désolé, vous êtes payé, il n'y a pas de souci, mais par contre votre film ne verra jamais le jour. Rappelons quand même que pour Bad Girl, ils ont littéralement effacé toutes les copies du film. Il n'existe plus. Et là, c'était ce qui était prévu. Du coup, dans la foulée, les plateformes de streaming Apple, Netflix et Prime ont dit qu'ils étaient intéressés pour récupérer le film, si la Warner n'en voulait plus. Et du coup, la Warner a cédé et a autorisé donc la prod de Coyote vs Acme. Je sais pas qui c'est Acme, donc ça tombe, ça se dit pas comme ça, peu importe. C'est pas le truc Coyote il court après là. Je crois que c'est ça en plus. Le Piaf là, l'autruche, c'est l'autruche bleue qui court là. Je suis sûr il s'appelle Acme. C'est Bip Bip. Mais peut-être que c'est Acme en VO. Ou peut-être que c'est un oiseau qui a de l'acné. On n'en sait rien. Bref. Toujours est-il que la Warner a dit aux producteurs qu'ils pouvaient vendre le film à d'autres distributeurs si ils le souhaitaient. Et donc le film logiquement devait sortir. Et alors là, mon cher Greg, la Warner en plus, non seulement ils vont donner un de leurs films à un concurrent, mais en plus avec cette histoire. Mais ça a fait tellement de bruit qu'ils ont fait une promo démentielle pour un film d'un concurrent. Ah, moi j'ai envie de dire chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. C'était le point pigeon. À toi, mon cher Greg. Ben, c'est quand même incroyable. Si on résume, c'est quand même incroyable. Oui. Et bien du coup, tu me dis quelque chose d'incroyable, je vais te dire quelque chose qui est impensable. Jeffrey Katzenberg. Alors, si vous voyez pas ce qui c'est, le résumé, c'est un ancien dirigeant de Disney, particulièrement sur l'animation, qui était passé avec Spielberg pour faire DreamWorks. Ils étaient 3 créateurs, et du coup c'est un des 3. Et du coup maintenant il s'occupe donc toujours de l'animation chez DreamWorks. Et il a gentiment parlé donc de l'impact qu'il pense arriver de l'IA sur l'animation. Et il expliquait qu'il pense que il pourrait y avoir à peu près 90% du travail actuel qui pourrait être fait par une IA, par des IA à terme. Et donc, mécaniquement, de baisser le coût des films d'animation de 90%. Alors, soit, du coup, ça veut dire que tout le monde va faire son film, que tous les petits animateurs, etc., vont avoir faire son film, ou alors ça veut dire qu'il n'y aura plus que les gros, les réalisateurs, qui auront des IA pour les idées, 1 ou 2 spécialistes pour les tweaker, et puis voilà, parce que 90% d'économie, même si tu coupes grave dans le budget café, même dans l'animation, admettons qu'ils coupent dans le budget papier-crayon, je pense que ça va être compliqué. Donc il dit que c'est des opportunités, que ça va être une révolution artistique. Ouais. Voilà. Et c'est un géant, hein, Jeffrey Katzenberg à Hollywood. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui pèse et qui s'y connaît depuis plus de 30 ans. Hein. Si vous êtes curieux de un peu l'histoire de l'animation, etc., n'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne de Monsieur Méa, qui fait vraiment les coulisses, un peu le making-of de toutes les années d'animation qui m'ont le plus marqué, c'est-à-dire les 90, 2000. Et c'est vraiment, sa chaîne est un trésor d'informations sur ces années-là, et j'en parle parce qu'il y a beaucoup de projets forcément où le nom Katzenberg arrive. C'est à toi, mon cher Kier.
Moi, j'ai parlé de Netflix, mon cher Greg, puisque Netflix, tu sais, ils ont un espèce de festival d'annonces, une sorte de, je sais pas moi, de D23, de Netflix, de 3, etc. Mais pour Netflix, qui s'appelle le Geeked Week. C'est un moment où voilà, ils balancent plein de trucs sur les prochaines productions Netflix. Ils ont vraiment balancé plein de choses. Je vais pas tout vous le faire. Toutes les annonces déjà parce qu'il y en a beaucoup qui ne m'intéressent pas et j'en ai conclu que ça ne vous intéressait pas aussi. Non, il y en a beaucoup, je vais aller dans le vif du sujet. Il y a une adaptation il y a un nouveau film avec Millie Bobby Brown qui a été annoncé, il y a un trailer qui est sorti, qui est plutôt réussi. Millie Bobby Brown et Netflix, elle n'arrête pas, hein, puisqu'il y a un Enola Holmes 3 qui est en projet, il y a bien évidemment Stranger Things, et là elle arrive dans un film qui s'appelle Damsel, qui a été mis en VF en La Demoiselle et le Dragon. C'est l'histoire d'une demoiselle et d'un dragon. Pour faire plus simple, je crois, j'ai vu le trailer, donc j'ai essayé de vous résumer le truc si vous voulez pas le regarder. Mais bon, ouais, vous abusez un peu, vous pouvez regarder, mais épargnez le résumé. Mais bon, ok, soit je joue le jeu, je le fais. Dans un royaume, visiblement, l'épouse du prince est sacrifiée à un dragon pour maintenir la paix. Et en l'occurrence, l'épouse du prince, c'est Millie Bobby Brown, Eleven de Stranger Things. Vous vous doutez bien qu'elle ne va pas se laisser faire avec le dragon. Et moi, je suis persuadé qu'à la fin, ils deviennent potes et qu'ils rasent le village et qu'ils en font un parking pour faire des gros drifts en dragon, tu sais, sur d'autres dragons, ils vont drifter, et ça, comme dans Tokyo, oh, je vais pas y arriver, comme dans Tokyo Drift, voilà. Et voilà, donc le truc sortira en 2024, c'était une des très très grosses annonces. On reste dans un univers d'épée et de dragons avec The Witcher. Il y a des dragons dans The Witcher. Eh oui, pour ceux qui ont oublié, il y en a, ils sont très beaux, ils sont dans la saison 1. Les effets spéciaux ont coûté 12 € et on le voit. Donc là, The Witcher, qu'est-ce qu'il y a comme info? Eh ben, il y a la sortie d'un nouveau film animé après le Cauchemar du loup, qui est une adaptation de à tes souhaits, mon cher Greg, de Sirens of the Deep, Deep, qui est l'adaptation d'une nouvelle qui était une once d'abnégation avec des sirènes, qui était une très chouette nouvelle de Sapkowski. Et il y a un trailer qui est disponible. Visuellement, c'est chouette, je trouve. Et ça fait écho à une autre vidéo que vous pourrez soit déjà voir, soit retrouver plus tard sur l'animation récente et tout ce que fait notamment Netflix. Là, par exemple, dans les nombreuses annonces du Geeked Week, il y a plein de trucs visuellement dans l'animation qui est très étonnant, je trouve. C'est pas de l'animation, on va dire, classique. Il y a vraiment une touche à chaque fois. Enfin bref. Il y a également un film qui est annoncé, qui est l'adaptation du manga Yu Yu Hakusho, que je ne connaissais pas. Je pense que ça s'est entendu. Qui est pendu par Yoshiro Togashi, et qui est donc le monsieur qui a fait Hunter x Hunter, et qui va être aux commandes de cette adaptation live. Donc j'ai bien dit un film. Voilà, alors ceux qui paniquent à l'idée qu'il y a un nouveau film, un nouveau manga adapté par Netflix en live, et ben cette fois le papa est aux commandes, donc ça peut être pas mal, quoi. En tout cas, c'est un peu plus rassurant, j'ai envie de dire. On en sait, alors, il y a eu un nouveau trailer pour Le Monde après nous qui sort en décembre, si je dis pas de bêtises, qui est réalisé par le papa de Mr. Robot, qui sera le Don't Look Up de cette année, je pense, avec Julia Roberts, donc dans le rôle principal. Et Sam Esmail à la réalisation. Donc voilà, il y a eu des petits films d'animation également annoncés, du côté notamment de chez DreamWorks, avec L'enfant qui avait peur du noir. Ça a l'air très chouette. Et alors, puisque je parle de Netflix et d'animation, on n'a pas parlé cette année, on est un peu passé à côté, mais il y a un excellent film d'animation qui est sorti sur Netflix, que j'ai pu voir là ces derniers jours, qui s'appelle Nimona. Franchement, regardez-le, il est excellent. Je pense qu'il sera aux Oscars, donc ça sera mérité. Au niveau des séries, il y a eu une des séries sur lesquelles Netflix compte le plus dans les semaines à venir, c'est Avatar, le dernier maître de l'air, et un nouveau trailer. Ça déboule le 22 février. Plein d'annonces au niveau des séries animées. Il y a un nouveau truc sur les maîtres de l'univers, enfin Masters of the Universe.
Je sais plus c'était pas ce nom-là en français. C'était comment il s'appelait, Musclor, non? C'était Français, Musclor, tout à fait. Je confonds peut-être. C'était tout à fait Toujours Musclor, mon est-il. cher Pierre. Ouais, et ils ont annoncé aussi deux trucs majeurs. Il y a l'adaptation d'un nouveau jeu vidéo. Pareil, dans la vidéo sur les animes, on en parle de ça. Et on dit que Netflix adapte des jeux vidéo, mais ils ne font pas que ça. Et il y a le créateur de Castlevania sur Netflix qui va adapter Devil May Cry, mon cher Greg. Et il y a un teaser qui est sorti. Et il y a un autre truc qui a fait sensation. C'est l'annonce d'un anime sur Terminator. En 8 épisodes réalisés Fait par un entièrement studio en IA japonais. C'est ça aurait été marrant, mais c'est réalisé par un studio japonais, celui qui était derrière Ghost in the Shell. Donc c'est plutôt solide. Hein. Et le scénar est écrit par la co-scénariste de The Batman. Donc c'est plutôt pas mal. Et alors par contre, il y a eu un des gros événements de cette série d'annonces, c'est la présentation de la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones, Benioff et Weiss. Certains ont encore l'urticaire hein, quand on dit ces noms, mais bon, ils ont encore le droit de bosser, et heureusement. Et ils ont cette fois, ils adaptent pas Game of Thrones, mais ils adaptent une série littéraire chinoise très populaire qui s'appelle Le Problème à trois corps. Et il y a un teaser, il y a notamment l'acteur qui jouait Sam dans Samuel Tarly, qui est donc dans cette série. Et puis il y a eu une annonce aussi intéressante. Enfin, moi, qui a l'air d'avoir intéressé beaucoup de gens, pas moi. C'est un spin-off sur l'univers de Sandman, mon cher Greg. Toi, je sais que tu avais bien aimé Sandman, qui s'appelle Dead Boys Detective. Voilà, à peu près. Et puis, il y a une série aussi avec Michelle Yeoh, qu'on a vu dans Everything Everywhere All at Once, qui a eu moult prix pour ça et qui est une immense actrice. Et il y a une série avec elle qui s'appelle Les Frères Sun, qui déboule le 4. Et si les frères Sun sont 41, du coup, ça ferait les frères Sun 41. Et ça serait super marrant. Voilà, mon cher Greg, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à te dire? Oh, ils ont un peu teasé Umbrella Academy et la fin avec la dernière saison qui arrive. Une nouvelle saison de Sweet Home. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a une nouvelle série par les créateurs de Cobra Kai et on a appris là il y a quelques heures que la dernière saison de Cobra Kai allait partir en tournage avec la fin de la grève des acteurs que tu vas évoquer dans quelques secondes. Voilà mon cher Greg pour les annonces Netflix. Et puis ah non, j'ai un dernier truc si tu le permets. Netflix c'est j'en parlerai après. Tu sais quoi, j'en parle après. J'ai envie de te laisser parler de la grève des acteurs. J'ai assez parlé, il faut que je reprenne mon souffle. À toi. Eh bien, la grève des acteurs, effectivement, tu l'as dit, donc c'est clôturé, tout le monde s'est félicité, et je trouve que c'est vraiment pas si facile de savoir s'ils ont eu tout ce qu'ils ont demandé. Parce que, je le rappelle, hein, pendant des semaines, on nous disait il y a telle revendication et tout, mais je trouvais ça très étrange que quand ce soit signé, il y a aussi peu d'infos. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont les informations que j'ai pu trouver sur ce qui a été ratifié? Le premier, c'est qu'en fait, ils ont validé qu'il y aurait des bonus financiers qui seraient proportionnels au succès. Donc, si une série fait un énorme carton, par exemple One Piece sur Netflix ou Stranger Things, eh bien, du coup, il y aurait un bonus acteur, des personnes qui ont participé, qui serait reversé, non pas, comme vous pourriez l'imaginer, aux acteurs, mais à un fonds qui lui-même donc il redistribue un fonds à SAG-AFTRA et à SAG-AFTRA reverse derrière. Donc en gros, quand il y a un succès, ils ont un peu plus de bonus. Donc ils ont un cut. Le deuxième truc, c'est qu'ils ont eu une augmentation de salaire qui est importante. Donc il y a 7% d'augmentation cette année, 4% l'année prochaine et 3,5% en 2025. Alors vous allez dire, mais c'est sacrément... j'aimerais bien avoir ce genre d'augmentation de mon salaire, parce que je pense que vous auriez raison de dire ça. Et le truc, c'est qu'en fait, faut avoir en tête aussi qu'en France, de ce que j'ai pu lire, les salaires, c'est pas du tout en train de bouger, du tout. Aux États-Unis, par contre, ces dernières années, les salaires auraient explosé. Et donc, du coup, les salaires des acteurs, proportionnellement, n'auraient pas du tout suivi cette courbe. Bon, on dit ça donne envie d'aller aux US, mais dans les faits, ils ont des tueries au flingue toutes les semaines.
Donc, est-ce que ça vaut 7%? Le troisième élément, c'est la protection sur les IA, qui était le gros sujet. Donc, je rappelle, la problématique, c'était qu'ils voulaient refuser que si des personnes sont payées $300 pour se faire scanner une fois, et après, toute la vie, du coup, les studios auraient le droit de réutiliser ce visage pour faire générer des personnages, faire des acteurs de figuration, etc. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont obtenu sur ça? Eh bien, en fait, quand un acteur donne son consentement pour être scanné, filmé, il est payé. Jusque-là, il n'y a pas de nouveauté. Mais aussi, à chaque fois que son visage, etc., sera utilisé, il devra être payé de nouveau. Un petit peu comme des droits d'image, pour ceux à qui ça parle. Et c'est là où il y a pas mal de gens qui sont divisés, parce qu'en fait, donc là, visiblement, SAG-AFTRA, et je crois qu'il y a 86%, d'après un sondage, d'acteurs qui devraient ratifier le truc, signer en disant oui, mais il y a d'autres acteurs, donc on suppose les 14% qui restent, qui eux sont vraiment, vraiment, vraiment pas du tout contents que cette grève s'arrête, parce qu'ils disent que du coup, c'est quand même accepté qu'il y ait des scans d'IA, et c'est accepté qu'à terme, il y ait peut-être 1000, 2000 personnes qui soient scannées et qui soient utilisées sur différentes variantes, et ça tuerait le terreau en fait, des acteurs. Bon, on ne sait pas, tout le monde va découvrir ce qui va se passer en même temps, mais SAG-AFTRA et en tout cas ses dirigeants, eux, se félicitent de cet accord, et d'autres pensent que du coup c'est la démocratie, enfin pour citer Star Wars, la démocratie part sous les applaudissements. C'est effectivement un souci à déterminer pour l'avenir en fait. Voilà. Est-ce que du coup c'est une manière d'avoir une nouvelle rémunération pour les acteurs, ou est-ce que ça va les enterrer? J'ai envie de dire on va voir dans les prochaines années. Ça te fait réagir mon cher K? Oui. Bon, après, on verra en effet ce que ça va donner. J'ai l'impression que la victoire des scénaristes était quand même plus parlante, et que c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo news, pardon, que la grève et le bras de fer entre les acteurs et les studios était quand même vraiment vénère. Ce qui était étonnant, parce que, comme on le disait la dernière fois, les acteurs sont beaucoup plus médiatiques que les scénaristes, et donc potentiellement, c'était plus intéressant d'étouffer la grève et de leur donner raison rapidos. Mais bon, du coup, moi, ça m'inquiète plus sur les IA, moi, tout ça. Bref, je vais te parler de la news de la semaine, mon cher Greg, parce que pour beaucoup c'est The Marvels, c'est ce qui va arriver un peu plus tard dans la vidéo sur Marvel aussi, où c'est la grève des acteurs. Pour moi, c'est pas ça la news de la semaine. La news de la semaine, elle concerne Spartacus. Et ouais, Spartacus, vous vous rappelez de la série? Elle était géniale. Spartacus, donc il y avait eu donc une série, un spin-off, dans les années 2000 sur la chaîne Stars, série très réussie à mon sens que j'avais adoré, qui avait fait suite un peu à ce qu'avait fait Snyder avec 300, donc dans le look, avec beaucoup de sang, une photo très particulière, une série très mature, avec notamment deux acteurs qui avaient joué Spartacus. Et donc je disais, il y avait deux Spartacus, Andy Whitfield qui était décédé après la saison 1, qui avait été remplacé par Liam McIntyre, et il y avait eu un spin-off entre les deux. Et ben sachez, et pourquoi je parle de Spartacus, vous allez me dire, mais il va nous la balancer sa news? Et ben en fait, sachez que Spartacus va ressortir en coffret DVD, avec apparemment 3 minutes de scènes supplémentaires. Donc moi je trouve ça génial. Non, c'est pas du tout ça la news. La news, c'est qu'il va y avoir un nouveau spin-off dans l'univers de Spartacus autour du personnage d'Ashur, qui était un personnage qu'on avait vu dans, je pense d'ailleurs de mémoire, dans quasiment toutes les séries. Sachez que le créateur de Spartacus, Steven D. Knight, est de retour, et que depuis, il a fait Daredevil, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est rassurant, quoique il a aussi fait Pacific Rim Uprising, la suite qui n'existe pas de Pacific Rim. Bon, alors est-ce qu'il va être plutôt dans l'esprit Daredevil Spartacus que dans l'esprit Uprising? Nous verrons. Donc voilà, une série Spartacus avec Ashur en héros, où il sera le nouveau, c'est lui qui sera aux commandes des nouveaux gladiateurs.
Donc, moi, j'ai hâte de voir ça. J'avais beaucoup aimé Spartacus. Voilà. À toi, mon cher Greg. Eh bien, tu aimes bien The Office. Je crois que c'est une série que tu dis apprécier un petit peu. J'adore The Office. Et eh bien, le truc, c'est que The Office, il y a eu des discussions qu'il y aurait un reboot il y a quelque temps. Ouais, on en avait parlé, ouais. Et tout à fait. Et tu en avais parlé. Tu avais dit que pour toi, tu appelais de toute ton âme un reboot. Non. Qu'ils aient une chance d'améliorer cette série que tu disais à l'époque imparfaite, si je reprends tes mots. Et eh bien, sache que le showrunner est d'accord avec toi. Greg Daniels, donc, qui est un des Greg qu'on connaît bien. Et eh bien, donc, Greg Daniels donc, a été interviewé et dit que pour lui, en fait, alors je résume un petit peu parce que je trouve que ses propos sont peu clairs. Donc je vais résumer un petit peu. C'est peut-être parce qu'il avait bu un Jack Daniels. Et très bien. Du coup, le truc, c'est que donc ce Greg Daniels, eh bien, disait que pour lui, l'histoire de The Office est parfaitement conclue et qu'il ne voyait pas du tout la possibilité de faire un reboot, de changer les histoires des personnages qu'on a déjà vus. Et que pour lui, toute discussion serait plutôt une suite. Et il dit, voilà, il remercie les fans de s'enthousiasmer, etc., etc. Mais que s'il fallait faire quelque chose, ce serait plutôt pour lui une suite. Donc, je pense qu'il est plutôt en train de pointer du regard d'une espèce d'épisode réunion, si jamais ça se faisait, qu'un vrai reboot. Donc, est-ce que quelqu'un s'est chauffé tout seul? Est-ce que je sais pas, mais là c'est assez étonnant quoi. Après, parce que on n'est pas en train de parler de la petite série. Donc, il y a eu une annonce qui soit ensuite un peu reprise par un des créateurs, c'est un peu étonnant. Mais bon. Alors l'annonce n'était pas officielle, c'était le site Pure le site américain Pure qui le disait. C'était un projet qui avait été déjà abandonné, qui a été relancé le jour où ils ont annoncé la fin de la grève des scénaristes. Ça a été réévoqué. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un rejet massif des fans qui ont dit que l'idée était complètement débile de faire un reboot de The Office. Donc je me demande si, même s'il y a Daniel aux commandes, qui était sur The Office UK, lui. Et je me demande si il n'y a pas un rétro-pédalage et que l'idée d'un reboot, enfin, je sais pas vers quoi ils vont avec ce projet. Toujours est-il que vers rien visiblement d'après. Non, mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple parce que ça a été tellement un énorme succès sur les plateformes de streaming bien après sa diffusion à la télé que ça serait étonnant qu'il n'en fasse pas quelque chose de The Office. NBC a besoin si on disait vraiment, genre, entre ce qu'il a dit et ce qui était annoncé, je pense qu'on pourrait plus imaginer un spin-off, en vrai, que vraiment un reboot. L'idéal, je pense, si on parle en tant que la chaîne qui les a diffusés à l'époque, l'idéal pour eux serait d'avoir un épisode de réunion qui lance un spin-off. Ça, ce serait le plus mortel. Maintenant, visiblement, ils sont pas très chauds pour revenir, quoi. Enfin, puis le casting de The Office, il a quand même vraiment pris de la tête et des épaules très très largement, quoi. Alors, oui, certains. John Krasinski est devenu un poids lourd. C'est ce réalisateur sans un bruit. C'est Jack Ryan. Là, il était Mr. Fantastic dans Doctor Strange. Steve Carell, c'est Steve Carell. Rainn Wilson aussi. Enfin, il y a le casting. Ça Ray va pas Wilson, être évident c'est Steve Carell. les ramener. Attends, c'est quoi ce bordel? De quoi? T'as dit Steve Carell, c'est Steve Carell. Ray Wilson aussi. Ouais, c'est eux-mêmes. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, Steve Carell, il a quitté The Office, déjà, avant la fin. Donc, ça serait étonnant que... mais le spoil de... mais non. T'exagères. Mais je serais très étonné qu'ils reviennent là. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Je sais pas. Moi, ce que je pense le mieux à faire, c'est de pas y toucher, de nous laisser regarder pour la 25e fois The Office tranquille sur une plateforme de streaming. Voilà. Très bien. À moi? Et à toi, oui. Moi, je vais reparler de NBA. Pour vous dire que Netflix s'intéresse visiblement
à quelque chose qui est apparu cette année en NBA. Donc, alors sachez que les droits de télé, de retransmission de la NBA les droits vont être rediscutés cette année, et que il va falloir sortir un sacré gros chéquier pour avoir les droits, bien plus que pour la Ligue 1 de football, mais ça j'en parlerai après. Et sachez que Netflix apparemment est intéressé pour récupérer un tournoi particulier qui a été mis en place cette année par la NBA, qui est le In-Season Tournament. C'est un tournoi, c'est une innovation, c'est un tournoi qui se joue pendant la saison et qui, en fait, alors, globalement pour vous expliquer, il y a 5 équipes par poule. Il y a donc 3 équipes par conférence, donc 6 poules. Chaque équipe s'affronte une fois, et ce sont des matchs qui comptent aussi pour la saison régulière. Et alors ils sont donc ensuite il y aura le quart, demi-finale. Donc c'est vraiment un tournoi dans la saison pour essayer de donner un peu plus d'intérêt à la saison régulière, qui en plus est un peu plus médiatisé. Alors, ils font des choses particulières, comme par exemple cette année vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être vu des images, parce que les parquets de NBA sont très originaux, voire un peu trop tape à l'œil. C'est l'occasion aussi d'avoir des Mario différents. Et en fait, ça plaît beaucoup à Netflix, qui s'intéresse à la diffusion du prochain In-Season Tournament. Et donc à voir si ça va aller jusqu'au bout. Mais sachez que la NBA s'est dit ouverte. Madame Silver a dit qu'il était ouvert à la possibilité que les plateformes de streaming, que ce soit Apple, que ce soit Prime, que ce soit Netflix, voire ESPN pour Disney+, puissent récupérer du contenu NBA. Alors, la vraie question, c'est est-ce que Netflix arrivera à avoir, par exemple, toute l'exclusivité du Incident Tournament, ce qui serait très surprenant, et quid de la diffusion à l'étranger, parce que, bien évidemment, ça pourrait, par exemple, ne concerner que les États-Unis, ce qui est plus probable, enfin, en tout cas, l'Amérique du Nord. Par contre, si le Incident Tournament est diffusé sur Netflix, y compris en France, ça va être la fête, hein. Et j'en profite pour dire aussi que dans le domaine sportif, donc vous savez que Amazon diffusait la Ligue 1 jusqu'à présent, et que là, il y a eu un nouvel appel d'offres qui était voué à l'échec, mais c'était volontaire, donc sur la Ligue 1, et que là, donc du coup, il y a des négociations entre la AFP menées par son président Vincent Labrune et les différents diffuseurs. Et donc dans ces diffuseurs-là, on sait qu'il y a Canal+, même si Canal+ dit le contraire, qu'il y a DAZN, le nouveau géant britannique, et il y a des rumeurs sur Apple TV+. Donc Amazon a l'air un peu moins intéressé pour reprendre les droits de la Ligue 1, mais ce qui est étonnant, c'est qu'Apple TV+, entre dans le jeu. Alors, on ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout. Là, pour l'instant, ils sont apparemment allés aux infos. Mais ça pose des questions, puisqu'Apple TV Plus est dispo sur Canal en France. Et le contenu d'Apple TV Plus est inclus dans Canal Plus. Donc ça va être intéressant à suivre. Voilà mon cher Greg, à toi. Eh ben mon chacun, c'est pas étonnant parce qu'en fait sur les différentes plateformes, enfin sur la chaîne de télé, pour faire simple, on peut dire que souvent il y avait aux États-Unis, le contenu NBA était le seul qui permettait une croissance d'audience à la télé américaine, et particulièrement une croissance en ramenant un plus jeune public. La télé, au fur et à mesure que les années passent, le public jeune, d'abord c'était les moins de 20 ans, puis les moins de 25, puis moins de 30 ans, a commencé à déserter les télés pour tout simplement aller sur les plateformes de streaming ou aller tout simplement regarder des réseaux sociaux. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les choses qui continuaient à garder les chaînes très fortes, c'est les Coupes du Monde, c'est les très grands événements sportifs qui amènent tout le monde à vouloir regarder à un instant T le même contenu. Et en fait, dans cette logique, ce qu'on a vu, c'est que les plateformes de streaming, petit à petit, se sont dit intéressées. Au début, c'était des plateformes tout court. On a vu qu'il y a Facebook qui a acheté les droits de plusieurs compétitions sportives en Amérique du Sud pour essayer d'avoir une part d'audience. Puis, petit à petit, on l'a vu, Roland-Garros qui est sur Amazon. Et très clairement, les streamers veulent ramener du monde et surtout veulent ramener du monde sous abonnement. Et donc les chaînes de télé qui étaient déjà menacées depuis des années, là vont l'être encore plus, puisqu'elles vont devoir aller mettre au pot ou essayer d'aller à la surenchère avec des non plus entre elles, mais avec les différentes plateformes de streaming. Ça va être de plus en plus compliqué. Après, c'est intéressant parce que sur le sport, il y a quand même une tradition
Tu regardes le Tour de France sur France 2, tu regardes Roland Garros sur France 2, et on a bien vu, et je prends l'exemple de Roland Garros, pas par hasard, c'est que quand Roland Garros, certains matchs, donc les nocturnes sont passés sur Prime, les audiences de Prime étaient vraiment, vraiment très faibles. Beaucoup plus que les diffusions sur France 2. Alors en plus, c'était pas diffusé au même moment, c'était des exclus Prime. Donc, est-ce que le public va suivre si ça passe sur une plateforme? C'est pas dit, c'est intéressant. Et tu parlais des JO, mais par exemple, on sait qu'il y a des compétitions, des épreuves, pardon, je vais y arriver, qui seront sur HBO Max, enfin Max en l'occurrence, cet été. On sait aussi que Peacock a beaucoup de contenu aux États-Unis sur les Jeux Olympiques et compte beaucoup sur les JO pour faire grossir la plateforme aux US. Très bien, mon cher Kerr. Alors, on parlait de plateforme. Il y a une plateforme, il y a une société qui s'appelle News Corp. Et donc on sent les gars avec des cols blancs. Et donc News Corp, en fait, leur société, c'est d'essayer, leur but, c'est d'essayer d'aller voir toutes les boîtes qui ont des IA pour leur dire top top. Là, tu utilisais des films du catalogue de Warner pour générer tes images. Tu es allé chercher des images chez nos photographes qui sont sous licence, etc. Et ce que, du coup, News Corp est en train d'expliquer, c'est que dès cette année, ils commencent à générer des revenus qui commencent à être de plus en plus importants. En gros, les boîtes qui prennent des abonnements sur IA, en fait, se retrouvent à devoir verser alors je ne sais pas comment ils peuvent calculer combien de pourcents de l'IA a été entraîné ou que les réponses étaient utilisées, telle ou telle inspiration de film, d'œuvre, etc. Mais ce fameux bras de fer des grosses boîtes de production et des IA qui étaient en train de s'engager, où ils disaient on ne laissera pas faire les choses, ce ne sera pas comme avec Internet, où on a dit ok, Internet c'est gratuit, et ils ont mis des années à arriver avec des plateformes payantes. Là, ils ont dit on va essayer de récupérer du brousouf tout de suite. Et ben, c'est déjà le cas, quoi. Déjà là, ce trimestre, il y a des revenus qui sont générés et qui sont renvoyés vers le studio. Est-ce que c'est comme la discussion avec les acteurs, quoi? Est-ce que cet argent, de prendre un peu d'argent maintenant, vaut mieux que de refuser purement et simplement ce deal? Écoutez, nous verrons bientôt. Et autre petite news, pour ceux qui aiment bien du coup l'univers des films Harry Potter ou qui aiment bien un peu les making-of, sachez qu'il y a un documentaire qui vient de sortir qui s'appelle David Holmes, The Boy Who Lived. Et du coup, c'était le cascadeur de Daniel Radcliffe. Et en fait, il a été blessé en pré-production, donc dans les phases de répétition du film Harry Potter et les Deadly Hallows. Et il est devenu du coup complètement paralysé depuis la base de la nuque, si je ne me trompe pas. Et du coup, eh bien, malgré ça, il est assez positif. Et c'est un peu son histoire à lui et de son amitié avec l'équipe du film les années d'après. Et le film, ce documentaire est assez remarqué par la critique. Donc voilà, si vous aimez bien Harry Potter, peut-être que ça vous tentera. Je te laisse les news suivantes, mon cher Karl. Ben moi, je vais vous parler de Marvel. Alors, il y a une vidéo déjà sur la chaîne où on revient sur le démarrage de The Marvels et puis sur ce que je vais évoquer là. Donc, je vais le faire rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo. Il y a eu quand même beaucoup d'annonces du côté de Marvel et vous verrez qu'il y a pas mal de rumeurs. Au niveau des annonces, on sait que le prochain Captain America est reparti en tournage parce que les projections test étaient décevantes. Du coup, le film est repoussé d'une année et du coup, Marvel a changé tout son planning. Résultat, il n'y a plus qu'un seul film Marvel en 2024, c'est Deadpool 3. Alors quand je dis Marvel, c'est du MCU. Puisqu'il y aura les films Marvel Sony qui sortiront, notamment Kraven, Madame Web, etc. Sachez également que donc Captain America 4 est prévu maintenant pour février 2025, les 4 Fantastiques pour mai 2025. Donc là, par contre, en 2025, s'ils changent pas, mais ils vont changer. Là, pour l'instant, on va en bouffer. Les Thunderbolts sont également décalés et ça passe en juillet 2025. Et Blade sortira théoriquement, s'il sort un jour, en novembre 2025. Passons maintenant du côté des choses qui sont encore des rumeurs, mais de moins en moins.
On a parlé dans une précédente vidéo d'un possible soft reboot. Pourquoi on en avait parlé, c'est qu'il y avait, dans le cadre de la promotion de son livre The Reign of Marvel Studios, la co-autrice Joanna Robinson qui avait révélé plein de choses, et notamment qui avait révélé que Kevin Feige avait prévu un soft reboot, donc après le Secret Wars, donc pas l'Avengers qui vient, mais celui d'après, qui va conclure la phase 6. Et on vous a dit dans la précédente vidéo sur Marvel, avec le potentiel retour des anciens Avengers, qu'il y avait un problème avec Kang et que Kang allait peut-être sauter. Et Joanna Robinson, toujours dans la promo de son bouquin, a expliqué qu'en fait, que le scénariste de Quantum Mania, qui était scénariste de Kang Legacy, il était plus sur le film. Et la raison, c'est qu'en fait, visiblement, Marvel aurait abandonné l'intrigue de Kang sur Kang Dynasty. C'est étrange. Et dans la foulée, dans le cadre de la promo de Loki saison 2, il y a un des producteurs de Loki saison 2 qui a dit que Michael Waldron, qui était donc le scénariste de Loki saison 1, mais qui était aussi aux commandes de Doctor Strange 2 et qui est le scénariste de Secret Wars, c'était le nouveau scénariste de Kang Dynasty. Mais qui serait plus vraiment Kang Dynasty. Donc là, on est à mon avis à 2 doigts de l'annonce Kang au revoir. Et puis en fait, les 2 prochains Avengers sont en fait liés, et ce qui serait cohérent avec le fait qu'ils aient le même scénariste. Et on n'a pas le nom, mais le producteur de Loki a dit de toute façon sur Secret Wars il y a déjà un réalisateur, il est juste pas annoncé. Voilà. Et autre truc aussi, c'est qu'on sait qu'il y a déjà le casting des 4 Fantastiques qui est bouclé. C'est juste que Marvel attendait la fin de la grève des acteurs pour l'annoncer, donc ça devrait arriver. C'est tombé entre le moment où on enregistre cette vidéo et le moment où elle sort. Il y a des rumeurs, il y a des petites infos aussi au niveau des petites déclarations. Alors on va commencer par les rumeurs. Il y aurait un projet qui serait une suite de Werewolf by Night, qui serait sur Elsa Bloomstone, qui accessoirement est une excellente carte dans Marvel Snap. Donc voilà, pas plus d'infos à confirmer. Le personnage était très chouette dans Werewolf by Night. On en avait parlé avec l'ami Greg. Et puis Greg va être content. Puisque visiblement la suite d'Eternals c'est toujours en chantier du côté de chez Marvel, et que Richard Madden reprendrait son rôle d'Icaris dans ce deuxième film. Donc voilà. Et alors au niveau des déclarations, 2 déclarations à vous signaler. Au tout des choses, Scarlett Johansson a réagi à la rumeur de son retour en Black Widow. Elle a dit qu'elle avait l'impression que c'était fini, mais que sa tombe, elle allait revenir en vampire ou en version zombie. En mode rigolo. Donc elle a pas l'air de le prendre vraiment au sérieux. Est-ce que ça cache vraiment une chose pour elle, est-ce que ça veut dire que pour elle c'est vraiment terminé, ou ça cache plutôt des négociations en cours? On verra. C'est bien évidemment, on verra par la suite. Et enfin, Taika Waititi, qui, on rappelle, a perdu son projet Star Wars, là a signé sur plusieurs films, et il a dit que pour lui, il était pas, en tout cas, il ne travaillerait pas sur un nouveau film Thor avant au moins 6 ans. Il a dit qu'il avait signé d'autres contrats, qu'il s'était engagé. Donc pour lui, s'il est sur Thor 5, c'est pas avant 6 ans. Donc globalement, c'est une manière polie de dire qu'il n'est pas intéressé par la suite. Voilà pour Marvel, mon cher Greg. Il y a des trucs qui te font réagir? Ok, et du coup, écoute, moi je retiens que je suis content du retour de James Madden. Après, le truc, c'est que quand on avait vu le film, on en avait parlé, qu'il était assez évident que les personnages des Eternals, de par leur particularité, allaient tous pouvoir revenir, même si que la mort ne les arrêterait pas, quoi. Bon, écoute, pourquoi pas. Et du coup, puisque tu parles de Marvel, je vais terminer sur ma petite news, qui est un moyen détourné de vous parler de la saison 2 de Loki. La saison 2 de Loki est un énorme carton d'audience, au moins aux États-Unis, et il aurait fait 11,2 millions de vues, ce qui en fait un des plus gros des épisodes les plus vus sur la plateforme Disney+. Et c'est entièrement mérité, parce que quoi que vous pensiez de ce début de saison 2 de Loki, qui était peut-être un petit peu lent, etc., la fin de Loki est sans doute une des meilleures choses qu'on a pu voir dans le MCU. Et c'est du coup vraiment à voir, quoi. Si vraiment vous avez aimé le personnage de Loki à un moment, ou que vous aimez le bon MCU,
Là, c'est de l'excellent MCU. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi bien chez Marvel. Donc, je ne peux que vous conseiller cette saison 2 et particulièrement l'épisode final. Je te laisse la suite et tes dernières news et clôture, mon cher Kerr. Bah, moi, mon cher Greg, j'y vois encore de la com de la part de Disney+, parce que en 11 millions sur 3 jours, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Et il y a des séries qui ont fait beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui et avant. Après, je te rejoins complètement sur le fait que c'est complètement mérité et que le Loki, le final, au moins le final, mériterait beaucoup plus de vues. Mais par contre, quand il précise que c'est un des finales de l'année qui a été le plus regardé, déjà, il n'y a pas de précision, comme tu l'as dit, mais surtout, il n'y a pas eu 36 séries qui se sont terminées cette année sur Disney+. Et on sait aussi que la plupart ont été des échecs en termes d'audience, que ce soit Ahsoka, que ce soit Secret Invasion. Donc, ouais, c'est un peu cocasse de la part de Disney, mais bon, c'est de la com. Là, je termine avec 2 petites news, mon cher Greg, pour vous dire que Denzel Washington va jouer Hannibal. Alors, pas Hannibal Lecter, non, il va jouer Hannibal Barca, le célèbre général donc de l'Antiquité. Alors, celui qui est surtout connu pour avoir traversé les Alpes avec ses grandes difficultés avec des éléphants. Donc, conquête de l'Espagne, et puis ensuite route sur Rome avant d'être vaincu. Je vous ai spoilé la fin. Et donc, Denzel Washington va jouer Hannibal pour Antoine Fuqua pour Netflix. Et apparemment, du côté de Netflix, c'est un très gros projet. Antoine Fuqua et Denzel Washington, c'est une grande histoire d'amour. C'est Training Day qui avait permis à Denzel Washington d'avoir l'Oscar du meilleur acteur. Et puis depuis, c'est les Equalizer 1, 2, 3. Au scénar, on a John Logan, qui est un proche de Scorsese, avec qui il avait notamment écrit Hugo Cabret et Aviator. Donc voilà, un gros projet du côté de chez Netflix et un péplum potentiellement qui peut envoyer du lourd. Et puis je terminerai par une bonne nouvelle pour te faire plaisir, mon cher Greg. Sachez que Robert Kirkman, le papa de Invincible, a dit que son objectif, l'objectif de la prod, c'était de sortir une saison d'Invincible chaque année. Donc il y a eu une grosse pause entre la saison 1 et la saison 2. Bon bah là, ils aimeraient qu'il y ait la saison 3 dès l'année prochaine. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Et puis bah, n'hésitez pas à me lancer un petit commentaire, bien sûr, de différentes news qu'on a abordées. Vous abonner, appuyez sur la petite cloche. C'est important si vous voulez avoir les notifs quand on sort une vidéo. Et puis, passez une bonne fin de journée.